Studio Balado. Our Queer Story, histoire plurielle du cinéma LGBTQIA+, Iris Lafont, Valérie Leclerc, Studio Balado. Schwule wollen nicht schwul sein. See what the boys are adding, you have to take away. Why are you saying all of this? Because I do love you. Our Queer Story, une histoire déviante, non chronologique et ouverte des cinémas LGBTQIA+, le podcast qui interroge les liens complexes qu'entretient la communauté queer avec l'image en mouvement, à la fois espace d'émancipation et instrument de discrimination. Épisode 5, cinéma expérimentaux et images queer, du côté de Lightcone. Dans cet épisode, on s'interroge sur les liens entre cinéma queer et cinéma expérimental, en partant de l'histoire d'une coopérative de distribution de films non conventionnels, Lightcone. Pour ce faire, on part à la rencontre de Yann Beauvais et de Miguel Armas, deux personnes qui ont fait vivre ou qui font vivre cette coopérative emblématique. J'ai fait du cinéma expérimental immédiatement quand je me suis saisi d'une caméra ou quand j'ai décidé de faire des films. Et pour moi, il ne pouvait pas être question de faire un cinéma traditionnel ou classique, ou tout simplement parce que la forme narrative classique ne correspondait pas à ce qui me semblait être une expression individuelle plus subjective. Et je n'avais pas de difficulté à affirmer cela, car cela était exactement la même chose que l'affirmation de ma sexualité. C'est-à-dire qu'entre le fait de s'affirmer publiquement ou en tant que tel comme homo ou pédé, faisait que le choix du cinéma expérimental me semblait comme équivalent. Ça participait de la même lutte ou de la même affirmation. Mais immédiatement, je me suis aperçu en découvrant à travers principalement une histoire du cinéma, cette exposition faite en 75-76 par Koubelka au Centre Berryer avant d'être à Pompidou, que nombre de films qui m'intéressaient aussi étaient faits par des PD, comme Kenneth Anger, Grégory Markopoulos, etc. Et que il y avait donc là une source de représentation de nos désirs que je n'avais pas vu dans le cinéma classique, ou très peu. Oui, très peu. Il y en avait, mais très peu comparativement. Et surtout, il y avait des images qui osaient être crues. C'est-à-dire, on ne prenait pas de pincettes. Un sexe est un sexe. On n'allait pas faire des subterfuges pour avoir soudain une feuille de vigne ou je ne sais pas trop quoi. Et ça me semblait comme la réalisation de la possibilité, non pas de faire de la pornographie, mais montrer des désirs d'une manière différente. Et si ces désirs pouvaient être montrés, c'est parce qu'ils étaient montrés subjectivement, comme trace d'une expression, d'une intimité qui n'était pas celle de la norme. Vous avez dû certainement avoir cette expérience, et surtout en tant que femme, de la manière dont des hommes filment les femmes, et dans la manière dont les hommes filment des lesbiennes. C'est une caméra voyeuristique, c'est comme si vous n'étiez traité que comme un objet, point. Eh bien, je trouvais que le cinéma traditionnel, il avait tendance aussi à montrer les rapports gays
de cette manière. Tandis que dans le cinéma expérimental, on sentait, pas chez tous, mais chez certains, que la caméra était désir. Et donc ça changeait beaucoup les choses. Ce que vous venez d'entendre, c'est le cinéaste, programmateur et critique français Yann Beauvais, qu'on a interviewé dans un bureau de la Cinémathèque de Belgique, au début du mois de février 2026. Et juste avant cela, juste avant cet extrait d'entretien, on vous diffusait quelques secondes d'un des films de Yann, qui est DKR, 4395, un film qui met en scène la dégradation inexorable d'un vieux film sur pellicule que le cinéaste conservait chez lui. Yann Beauvais, c'est une figure clé pour comprendre certains élans du milieu du cinéma expérimental, mais c'est aussi une personne très importante pour l'histoire queer francophone. Au début des années 80, Yann Beauvais fonde avec Miles McCann Lightcone, qui est une coopérative parisienne de distribution et de conservation de films expérimentaux. Lightcone qui reste à ce jour une structure phare pour le milieu des cinémas expérimentaux et non conventionnels. Et c'est même une des plus importantes coopératives de distribution de films au monde, de par le nombre de films qu'elle a à son catalogue, et des films qui vont à peu près, disons, du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors il s'avère que Yann Beauvais et Miles McCann sont PD politiques, donc qui revendiquent le terme PD. Ils sont à l'époque en couple, très engagés dans les militances queer, notamment dans les luttes contre le VIH-Sida. Et c'est quelque chose qu'on trouvait intéressant d'examiner, la façon dont l'engagement politique de ces deux cinéastes va marquer l'histoire de cette structure emblématique qu'est Lightcone. Oui, et plus largement, cet épisode, c'est aussi pour nous une manière de s'intéresser à la place du queer dans l'histoire du cinéma expérimental, et vice-versa, à la place du cinéma expérimental dans l'histoire du cinéma queer. Et le fait qu'un couple homo ait créé une structure aussi importante pour le milieu expérimental, c'est pas anodin, et vous allez voir pourquoi. Alors Yann, dans ce premier extrait d'entretien, mentionne l'exposition Une histoire du cinéma, dont le commissariat était assuré par Peter Kubelka, un cinéaste et un programmateur de l'avant-garde autrichienne. Et cette exposition Histoire du cinéma, elle se tient en 1976 au Centre national d'art contemporain, qui se situait rue Berryer à Paris, un centre que vous connaissez depuis sous un autre nom. Oui, c'est Beaubourg. Voilà, c'est désormais le Centre Pompidou. Pourquoi je reviens dessus ? Tout simplement parce que cette histoire du cinéma, c'est une exposition qui fait date en France pour le cinéma expérimental comme pour l'art contemporain. En tout cas, c'est une exposition qui va révéler l'intérêt croissant que porte l'art contemporain aux pratiques plus expérimentales du cinéma, puisque la plupart des films présentés, lors de l'exposition, rejoindront ensuite les collections de Beaubourg. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, propre à ces années-là, 75-76, pour les institutions muséales de considérer le cinéma expérimental comme une pratique artistique à part entière, au même titre que la peinture, la sculpture, la photographie ou l'installation. Ce qui va aussi avoir pour effet de séparer ce cinéma expérimental, une bonne fois pour toutes, du reste de l'industrie cinématographique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cinéma expérimental ? Ici, je vous le dis tout de suite, on va partir sur une définition extrêmement large. Le cinéma expérimental, c'est un cinéma de la marge, souvent fauché, qui s'est développé loin des circuits du cinéma dominant et marchand, c'est-à-dire loin des circuits qui valorisent les longs métrages conventionnels, de fiction ou documentaire. Et donc c'est un cinéma qui va développer ses propres langages, ses propres codes et régimes artistiques, ainsi que ses propres communautés de spectatrices. Ce qui va nous donner des films qui favorisent des formats pauvres comme la pellicule Super 8 par exemple, ou la vidéo, mais aussi des films qui se permettent des durées non conventionnelles. Parfois, on a affaire à des films d'1 minute à peine ou de moins d'1 minute, et puis parfois à des films qui durent plusieurs jours. Ce sont des films hybrides, des films performances, des films essais, des journaux intimes filmés, des films collages, des films dont on gratte la pellicule. En bref, des films qui viennent s'opposer radicalement par leur forme au cinéma narratif des studios. Et puis qui sont d'ailleurs souvent improjetables dans les cinémas commerciaux, parce qu'ils sont trop longs pour rentrer dans une grille horaire, par exemple, ou parce qu'ils demanderaient de placer un projecteur Super 8 de petite portée en plein milieu d'une salle. Donc c'est vraiment... voilà, les films XP sont clairement pas faits pour le box-office, quoi. Beaucoup de films expérimentaux prônent une radicalité de la forme, mais aussi une radicalité du propos.
C'est un cinéma qui aime bien choquer, bousculer les goûts et les mœurs établies, bourgeoise, consensuelle, etc. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un type de cinéma qui a pu être investi plus facilement par les communautés marginalisées, comme la communauté queer. C'est ce que Yann Beauvais pointait tantôt, le cinéma dominant censure vos corps et vos désirs. Le cinéma expérimental, à l'inverse, avec son côté DIY, vous incite à mettre la main à la pâte, à avoir un pouvoir immédiat sur votre propre image, sur la façon dont vous voulez être représenté à l'écran. Tous mes rêves sont des courts-métrages. Les réalisateurs de longs métrages, les romanciers, les dirigeants de multinationales, eux, sont différents. Lorsqu'ils s'endorment, ils ne font qu'un seul rêve qui dure toute la nuit. Il y règne l'ordre et la continuité, l'impression que la maison qu'ils bâtissent chaque nuit est assez grande pour contenir toute leur expérience. Leur rêve est ce dont on nous disait lorsque nous étions écoliers que c'était le film, le vrai. Le monde dans lequel nous vivons. Mes rêves ressemblent à des vapeurs pour lesquels le monde entier n'est qu'un court-métrage, jamais encore assez court. Mike Holbaum, Panic Bodies, lettre à Yann sur ma vie de cinéaste, publié dans Scratchbook, 1999. Et pour revenir à l'exposition Histoire du cinéma de 1976, qu'est-ce que Yann voit en tant que spectateur et qui va le marquer ? Ce sont des films aux formes et aux mœurs libres, qui acceptent le queer de manière plutôt décomplexée dans leur canon. Ce sont des films un peu chaotants, qui donnent envie de faire des films en retour. Mais c'est aussi l'occasion pour Yann de découvrir un peu mieux le catalogue de la Filmmakers Cooperative, à qui l'exposition fait la part belle et qui est un peu la coopérative de films expérimentaux originale, celle qui arrive avant toutes les autres. La Filmmakers Coop est fondée en 1961 à New York par un groupe de cinéastes dont vous reconnaîtrez au moins un nom, celui d'Andy Warhol, mais citons aussi du groupe Jonas Mekas, Stan Brakhage, Shirley Clark, Gregory Markopoulos ou encore Jack Smith. Au passage, la Filmmakers Coop, elle va servir d'inspiration à la création de Lightcone. Exactement, et c'est bien parce que comme ça tu nous ramènes au sujet principal. C'était le but. Merci Valérie. Pour cet épisode, donc, on va s'intéresser plus spécifiquement à l'histoire de Lightcone. On va déplier l'histoire de cette coopérative et l'examiner au prisme du queer. Il faut savoir que Yann Beauvais et Miles McCann se sont retirés de Lightcone. C'est donc une nouvelle équipe qui gère la coopérative depuis 2007. Yann est d'ailleurs parti au Brésil, à Recife plus précisément, où il a notamment tenu avec son mari Edson Barros Atikoum, quelques années durant, l'espace d'exposition Beku Biko. Et nous, on avait envie de vous parler de l'histoire de Lightcone par l'entremise de cet entretien donc avec Yann et d'Archives, mais ça nous semblait aussi assez important d'avoir un regard sur le présent de Lightcone. Et pour ce faire, Iris est donc allée rencontrer Miguel Armas en décembre 2025. Miguel, qui est notamment responsable de la location des films à Lightcone aujourd'hui et qui est également programmateur. Il écrit aussi sur le cinéma expérimental queer. Lightcone est une association dédiée à la distribution, à la préservation et à la diffusion du cinéma expérimental qui a été fondée à Paris en 1982. Elle a été créée d'abord pour réunir un catalogue de distribution des cinémas expérimentaux faits en France et à l'étranger, mais aussi pour organiser des projections régulières, notamment à Paris, dans les événements qu'on a appelés Scratch. Et c'est une collection qui compte aujourd'hui plus de 7000 films, qui continue à grandir chaque année parce qu'on continue à accueillir de nouvelles cinéastes en distribution. Et on a aussi un dispositif de résidence et post-production dans lequel on accueille environ une dizaine de projets par an, qui nous permet aussi de rencontrer de nouvelles cinéastes et de soutenir leurs projets. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel type de travail ça demande la distribution et la conservation d'un tel type de cinéma, en particulier parce qu'on a affaire beaucoup aussi à de la pellicule et à des formats fragiles, Super 8, 16 mm, etc. Oui, en effet, la principale activité de Lightcone est la distribution. Et on loue plusieurs milliers de films chaque année à des festivals, des cinémathèques, des musées, des universités ou des salles de cinéma indépendantes tout autour du monde.
Par ailleurs, on est donc basé en France, mais seulement environ 30% des films est loué en France. Le reste se fait à l'étranger. Et comme vous dites, une partie importante de la collection est distribuée en copie argentique, notamment 16 mm, mais aussi Super 8 et 35. Et cela demande disons un certain savoir-faire technique et aussi et des enjeux de conservation qui sont importants pour nous depuis que Lightcon existe en fait. Pour ce qui concerne la distribution, mais aussi le travail qu'on fait de diffusion dans nos propres séances, il y a un travail quotidien en fait qui est fait par une de mes collègues et par plusieurs stagiaires et qui consiste à inspecter les copies avant qu'elles soient envoyées au lieu où elles vont être projetées, qui sont ensuite revérifiées à leur retour pour simplement vérifier qu'il n'y a pas eu de dommages causés à la pellicule. Et il y a un travail de suivi simplement de la vie des copies, c'est-à-dire il y a plein de petites maladies comme les champignons, les syndromes de vinaigre, enfin il y a plein de choses qui arrivent à la pellicule. Donc on a des vieilles copies qui datent parfois des années 70 et dont il faut faire un suivi même si elles ne sont pas projetées. Et éventuellement, quand cela est possible, obtenir de nouvelles copies. Parfois c'est très compliqué, soit parce qu'il est difficile d'accéder aux éléments négatifs ou autres qui permettraient la production de nouvelles copies. Et parfois ces éléments sont simplement perdus ou inaccessibles dans des archives à l'étranger, etc. Dans certains cas, une copie argentique trop vieille ou en mauvais état est remplacée par une copie numérique et malheureusement pas par une nouvelle copie argentique. Donc tout ce travail-là, qui est fait par mes collègues qui travaillent avec la collection argentique, demande beaucoup de temps en fait. Tout ce travail de suivi et d'accompagnement des films, disons. Voilà. Alors là, on est dans notre salon, Iris et moi, et on est en train de parcourir quelques archives de Lightcon, enfin plutôt quelques reproductions d'archives de Lightcon. Oui, parce que je suis pas partie avec. Non, Iris n'a pas volé des archives. Non, Miguel, t'inquiète pas, j'ai rien volé. Donc, qu'est-ce qu'on a là Là, ce que t'as, c'est ce que je suis en train de te montrer, c'est les premiers catalogues de Lightcon, qui datent de 1982-1983. Et ça, du coup, Miguel, quand j'étais à Paris, il m'a mis dans les mains un certain nombre d'archives. Et il y avait notamment ces catalogues-ci. Et je voulais absolument te les montrer. Parce que, comme tu vois, ils sont assez simples. Ils sont des livrets photocopiés. Qui ont de très belles couvertures, très minimalistes. Et juste pour les décrire, donc ces couvertures, ici j'ai la couverture du catalogue numéro 2. La couverture, c'est du papier blanc crème avec des lignes bleues toutes simples qui sont, on dirait qu'elles sont faites au tampon. Et alors les lignes forment un rectangle couché à l'intérieur duquel il y a un second plus petit rectangle dans lequel vient s'incruster un grand triangle qui le dépasse. Donc là, ça ressemble en gros, quand on le regarde de loin, ça ressemble à un projecteur et à son faisceau de lumière, ce qui est le cas. Non, ce qui est le logo de Lightcon. Oui, pardon. Oui, c'est le logo de Lightcon. C'était le logo de Lightcon. C'est encore aujourd'hui le logo de Lightcon. Et ce logo, c'est Miles McCann qui l'a dessiné. Miles McCann, donc le cofondateur de Lightcon. Ouais, tout à fait. Et Miles McCann, qui est cinéaste, mais qui est aussi artiste et graphiste. Et il s'est notamment occupé du graphisme et de l'esthétique de certains groupes d'extrême gauche, en Nouvelle-Zélande. D'où il vient. Voilà. Et du coup, ça te va de rentrer un peu dans le catalogue. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois, Valérie ? Ici, c'est la première page. Et sur la première page, on voit en gros des instructions pour les cinéastes sur comment ils peuvent venir déposer leurs films dans le catalogue, sous quelles conditions. Donc, si je lis par exemple une phrase, ici on voit, je cite, le cinéaste / vidéaste reçoit 70% du prix de location qu'il ou elle a fixé, donc du prix de location de ses films. Et alors, ce il ou elle est appréciable, un peu d'inclusif ici. Les 30% restants couvrent les frais de fonctionnement de Lightcon. Plutôt un deal correct. Mais je trouve que tu as un peu loupé la toute première phrase. Tu veux la lire ?
Non, vas-y. Ok. Lycon distribue des films Super 8 et 16 mm, ainsi que des bandes vidéo sans aucune sélection de sa part. Oui, c'est ça qui est important, Ouais. sans aucune sélection de sa part. Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'esprit un peu DIY, punk qu'avait ou la coopérative en tout cas, avec cette idée que y a pas de sélection, de normes du bon goût appliquées dans la sélection, que c'est pas un regard autoritaire Oui. sur une Et collection. c'est très démocratique, tout le monde peut venir déposer ses films dans le catalogue. Et alors, donc si on tourne la page, on voit donc dans la deuxième page, là, cette fois-ci, il y a des instructions pour les programmatrices qui voudraient louer des films du catalogue, donc comment faire. Et puis, si on continue à tourner les pages, on va arriver très vite dans les notices de films, je vois. Ouais. Donc comme tu vois, on commence avec pas mal de films de Yann. C'est le B de Beauvais, Yann il Beauvais. vient assez vite. Puis là, tu vois, il y a tout de suite aussi plusieurs films de Barbara Hammer. Oui. Donc sans doute la plus célèbre cinéaste lesbienne expérimentale. Oui, une des cinéastes lesbiennes les plus connues tout court aussi. Tu vois, si tu continues, là par exemple, tu tombes sur Rose Lauder, les tournesols de Rose Lauder. Ouais. Donc ils sont 2 films sans son, qui font vibrer un plan fixe sur un champ de tournesol. Ouais, qui sont très beaux. On Ouais, les c'est a vraiment- montrés aussi une fois à Our Story. Ouais. Un des deux. Ensuite, on arrive, là, tu vois, ce sont les films de Len Lai, donc un cinéaste qui est assez emblématique pour le cinéma d'animation, et qui peignait directement sur la pellicule. Ouais, et en fait, ce que je propose de faire, du coup, c'est peut-être de revenir au film de Yann Beauvais, Ouais. d'en prendre un, et je te propose de s'arrêter quelques instants sur Miles. Les films Miles. Ici, ok. Ouais. Alors, pour décrire, donc il y a la petite vignette du film dans le catalogue. Ici, on a une petite série d'informations. Donc, Miles, c'est un film sorti en 1983 qui est réalisé en pellicule Super 8. Il y a un petit S8 là. Et puis un petit CL, c'est couleur. Donc, c'est un film couleur. Et puis, on voit une indication SIL, c'est un film silencieux, donc sans bande-son. Il dure 3 minutes et il coûte 60 francs français de l'époque à la location. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Alors, ce qu'on voit, donc il y a un synopsis, et à côté, il y a une petite vignette du film où on voit la tête de Miles McCann de profil. Et je vais vous lire le synopsis. Donc, je cite. Il s'agit avant tout d'un portrait de Miles McCann. Aucun montage ne fut fait. Si ce n'est au moment du tournage, le regard amoureux s'est lancé dans un jeu d'images qui n'avait de cesse le désir. Donc ça, c'est un film qu'on a vu, c'est aussi pour ça qu'on s'arrête dessus. Et donc, pour le décrire un tout petit peu, ce film, pour vous donner une idée de ça peut être quoi un film expérimental, c'est un film dans lequel la caméra de Yann va suivre Miles, qui est donc son copain à l'époque. La caméra va le suivre dans sa vie quotidienne. On le voit se promener dans Paris, monter des escaliers, cuisiner avec une pote, prendre le métro. Mais c'est surtout la forme du film qui est intéressante parce que, en gros, chaque action de Miles, elle va être montrée à travers des dizaines et des dizaines de plans successifs qui font chacun moins d'une seconde, qui sont très très courts. Donc en fait, c'est un film dans lequel les images vont défiler sans cesse, à toute vitesse, sans s'arrêter, quoi. Ouais, ce film, c'est vraiment une tentative de filmer le plus de facettes possible de Miles. En fait, la caméra, c'est le regard amoureux de Yann, qui est en train de regarder son partenaire de vie dans leur quotidien à deux, comme tu as dit. Et donc Yann qui essaye de filmer toutes ces micro-expressions, tous ces gestes de Miles. Et ça, en fait, cette accumulation de gestes, d'images, c'est aussi une façon de représenter le désir, la tendresse qui est assez émouvante et qui est aussi très intéressante. Et comme disait Yann, c'est quelque chose qu'il disait lui-même sur le film, il me semble, c'est que c'était aussi un portrait, mais pas du tout autoritaire, dans le sens où le film va pas essayer de figer une image de qui serait cette personne, le film va pas essayer de le posséder ou de le capturer. Ouais, c'est vraiment aussi un inventaire ouvert des expressions de Miles, un inventaire avec un petit astérix, on n'a pas le temps, on fera pas le tour. Ouais, c'est ça, on peut jamais capturer entièrement qui est une personne en fait. Et c'est aussi du coup une façon de filmer qui est un peu l'antithèse de ce qu'on attend généralement d'une image cinématographique, qui montre le sentiment amoureux ou le désir.
Oui, parce que le sentiment amoureux, le désir, en général, c'est plutôt l'inverse. C'est un regard qui s'attarde plus longuement sur les choses qu'on aime. Avec un seul En général, plan. c'est ça le code du cinéma. Et donc là, c'est l'inverse. C'est la fragmentation, la vitesse pour arriver à cette accumulation. Enfin bref, on vous recommande de regarder ce film. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire parce que... Il est sur le site de Lightcone, visible dans son intégralité. Oui. Vous avez pu entendre un peu plus tôt Miguel mentionner les projections Scratch. Alors Scratch, c'est à la fois le nom d'un programme de projection initié par Ian Beauvais et Miles McCann, et qui existe d'ailleurs toujours encore aujourd'hui. Mais c'est aussi une revue. Et les projections et la revue se sont développées vraiment de manière concomitante à Lightcone, puisque les premières projections de Scratch, elles datent de 1983. Et la revue Scratch, elle a été, elle, créée un an plus tôt, comme Lightcone, en 1982. Les projections Scratch avaient pour ambition de montrer des films nouveaux, mais connus et difficiles d'accès en France, et ce, sans qu'aucun jugement ne soit porté sur leur qualité ou leur valeur, avec cette idée que n'importe quel film, tant qu'il était non conventionnel, pouvait être montré à Scratch, ce qui est très punk et DIY comme éthique. Alors il pouvait s'agir d'œuvres provenant de Lightcone, mais pas que. Lightcone, à ses débuts, ce n'était qu'une trentaine de films au catalogue, on était encore bien loin des 7000 références actuelles. Ce qui fait que les projections Scratch diffusaient souvent des films d'autres coopératives de distribution étrangères. Oui, ce qui va donner tout de suite un caractère assez international aux séances. Le cinéma expérimental, c'est une pratique artistique qui ne fonctionne pas très bien avec les histoires nationales. Il y a des foyers qu'on peut identifier, des initiatives comme la Filmmakers Co-op à New York ou Lightcone à Paris. Mais ces foyers, ces espaces fonctionnent en réseau, eux, qui sont transnationaux. Pour dire les choses autrement, il y a des groupes locaux, mais ces groupes échangent énormément entre eux, s'envoient des films, se rencontrent partout dans le monde. Et Scratch témoigne de cette dynamique dans ses programmations. Et il y a une citation de Miles McCann à propos de Scratch qui résume assez bien ce que tu dis, je trouve. Il dit « Personnellement, j'ai réalisé à cette époque qu'il y avait toute une partie de l'histoire du cinéma expérimental que j'avais besoin de voir. Pour moi, Scratch pouvait aussi avoir une valeur pédagogique. Il s'agissait de voir exactement ce qui se passait, sous-entendu dans le réseau de la création expérimentale. C'est pourquoi on ramenait des films de Londres et d'ailleurs. » Au passage, cette circulation du cinéma expérimental favorise aussi une circulation des théories et des pratiques queer à l'international. Les années 80-90 voient une France en plein repli sur elle-même, complètement opaque à ce qui se passe en dehors de son territoire, et qui est particulièrement réfractaire à ces théories étrangères, la théorie du genre, le gender theory, qui touche au féminisme, au queer ou à la décolonisation. Et donc, les milieux du cinéma expérimental, ces espaces de projection et de partage, comme les soirées Scratch, œuvrent un peu comme des chevaux de Troie. Ils ramènent, si tu veux, à la maison, enfin en France, des films à la militance queer ou décoloniale, ce qui permet de favoriser des nouvelles discussions et des nouveaux débats. Est-ce qu'on écoute Yann nous parler des projections Scratch ? Oui, écoutons donc Yann nous parler de Scratch. Je voulais juste demander... parce qu'on aime bien aussi faire l'histoire des publics et tout ça, de pouvoir s'imaginer comment c'était à l'époque. Et je voulais juste demander une projection Scratch. Ça ressemblait à quoi, en fait, une projection comme ça ? Si je pense à l'itinéraire des lieux qui nous ont reçus à Scratch, le premier, c'était la salle de la Cinémathèque universitaire à Ulm. Et on avait entre 30 et 40 personnes. L'une des choses, c'est que Scratch, dès qu'on a commencé véritablement à penser Scratch de manière régulière, on a souhaité qu'il y ait au moins 8 séances par trimestre, afin de créer une régularité, c'est-à-dire on ne voulait pas créer un événement et puis plus personne, mais on voulait donner la possibilité qu'un public se crée. Et dans ce cas-là, il fallait une régularité de séances, qui était plus ou moins fréquentée, mais la régularité nous donnait la possibilité de pouvoir montrer tous les nouveaux films qui étaient faits ou qui étaient déposés, et ça me semblait très important dans la mesure où si on dépose un film et qu'il reste sur l'étagère, pas très utile. Donc ensuite on est allé dans un lieu qui était le bastion de l'alternatif à Paris de tous les groupuscules d'extrême gauche, anarchistes ou immigrants. C'était Audiopradif.
Et alors là, ça variait entre 30 et faire des doubles séances parce que, comment il s'appelle, Jack Smith avait accepté de montrer ses films. Donc, je ne sais plus, c'était 140 ou 200 personnes. Ça variait. Dès qu'on annonçait sexe, il y avait tout de suite beaucoup plus de monde. Mais les séances autour de... Il y avait un certain nombre de séances qui étaient plus thématiques et qui pouvaient apporter du monde. Alors tiens Valérie, regarde-moi ce beau programme Scratch en riso. Quel beau rose et bleu. Quoi ? On dirait que tu te moques, mais il est vraiment beau ce programme. Non, il est très beau en fait. Mais c'est un beau rose et bleu. Enfin, la feuille est rose et le lettrage est bleu, en gros. Et c'est très classe. Et alors, pour vous le parcourir un peu, ce programme, qu'est-ce qu'on lit ? On lit Scratch Projection. Ça, c'est le titre. C'est le titre, en gros. Avril, mai, juin 1985. Alors, moi, je suis pas encore née, mais toi, Valérie, oui. Félicitations. Tu as 1 an. 1 an et 1 mois. Voilà. Donc, Scratch Projection, mai-juin 85. Avril, mai, juin 85. Ouais. Lundi, 20h30, cinéma expérimental à Audiopradif, 14 rue de Nanteuil, 75 015 Paris. Donc, je suis redevenue française pour l'occasion. Et il y a un petit plan dessiné à côté de l'adresse. Ah oui, je vois. Ouais, Google Maps, ça n'existe pas encore. Juste. Alors, si on lit maintenant une des notices, donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 projections qui sont annoncées. Et si on lit une des 6, à droite, en haut, on lit celle-ci, pas tout à fait au hasard. Séance du 29 avril 1985. Alors, le texte dit ça. Jack Smith présente ses films Flaming Creatures, suivi d'extraits de Normal Love. Flaming Creatures est un film qui a fondé le mot underground pour désigner le mouvement du cinéma expérimental américain des années 60. Film qui scandalisa l'Amérique puritaine, il ouvre un espace camp de liberté de par son propos, irruption de l'homosexualité à l'écran, espace esthétique refutant la morale et les lois en vigueur de 1963. Donc ça, c'est un film qu'on avait brièvement mentionné. Enfin, on avait un peu parlé de ce film dans le premier épisode du podcast. Oui, tout à fait. Et juste, si tu lis, tu descends un petit peu la séance suivante, donc qui est la séance du 3 juin 1985 à 20h30. On peut y lire Barbara Hammer viendra présenter un ensemble de films féministes et lesbiens qu'elle a réalisés entre 1974 et 1983. Ce que l'on faisait, c'est que il y avait toujours, quand c'était possible, le ou la cinéaste qui répondait à des questions. On a invité, je crois, la première fois Barbara Hammer en 84, donc c'était assez tôt. Puis ensuite, elle est venue plusieurs fois lorsqu'on était au Café de la Danse. Et elle a entraîné aussi un public de femmes qui étaient présents, mais moins présents. Et ça a déclenché finalement, progressivement, entre montrer les films de Barbara Hammer, distribuer des films de femmes à travers Lightcone, ça a donné que certaines de ces femmes ont créé Cinéfable, ou le groupe de... Quand les lesbiennes se font du cinéma, puis où il y avait un autre groupe dont j'arrive plus à me souvenir le nom. Donc, les échanges étaient assez intéressants. Mais comme ça se fait un peu partout, là, on n'a rien d'innovant, si je puis dire. Lettre de Barbara Hammer à Miles McCain et Yann Beauvais, 8 février 1991. Cher Miles et Yann, je sais que Yann est à Tampa, donc cher Miles et Yann in absentia. 2 points. Hey hey. Hey hey. Pardon. Bon, c'est vrai que c'est sympa comme façon de commencer sa lettre. Hey hey, je suis invitée en Allemagne pour une série de projections à la fin du mois de juin cet été. Possibilité d'une séance Scratch ou quelque autre programme impromptu à Paris, soit avant ou après les projections en Allemagne ? Point d'interrogation. Ouais, et donc là, elle propose des dates à ces projections à Paris, fin mai, début juin, début juillet. Tout est encore possible. Puis elle nous parle de ces projections, de ces programmes en Allemagne. Elle nous dit, j'ai 3 programmes potentiels à montrer. Un premier programme, film lesbien. Un deuxième programme, premier film lesbien et travaux récents. Lesbien ou pas, ça on sait pas.
et un troisième programme qui est intitulé Vidéo lesbienne. Et elle nous dit « Chacun de ces programmes fait à peu près 90 minutes. Et puis là, elle parle de son nouveau film, Ian et Miles. Elle écrit « Mon nouveau film Sanctus dure 20 minutes, basé sur l'animation de radiographie médicale prise à l'origine par le Dr James Sibley Watson. » Donc c'est un film assez beau, qui a un montage d'images extraits. Et donc, oui, d'ailleurs, au passage, c'est le seul film de Barbara Hammer que la Cinémathèque de Belgique a dans ses collections, parce qu'il le remonte souvent. Oui, et là, elle nous dit que, justement, en parlant de collection, le MoMA vient d'acquérir Sanctus, donc le MoMA qui est le musée d'art moderne de New York. Ça, c'est plutôt cool pour elle. C'est plutôt cool. Et donc, elle continue, toujours à Miles et Ian. Je pense que vous aimerez tous les deux le film. Bah du coup, Barbara, nous, en tout cas, on l'aime bien. Oui. J'aimerais faire quelque chose à Paris. Serez-vous là ? Est-ce que je peux venir chercher l'argent des droits de projection de mes films qui s'est accumulé ? Point d'interrogation. Bon, bah j'espère pour Ian et Miles qu'ils n'ont pas tout dépensé. Je donne des cours en Californie tout le printemps. Vous m'envoyez de vos nouvelles ? Love, Barbara Hammer, qui écrit depuis Oakland, Californie. Par contre, à partir des années 80, quand on a édité la revue Scratch, ça a créé d'autres types d'échanges. Ça a renforcé ou ça a permis à d'autres publics de s'apercevoir que, ah oui, les films, on pouvait les voir, mais il pouvait y avoir une réflexion. Donc ça a entraîné d'autres choses. J'aime bien cette série d'extraits parce que s'y dessine assez clairement la notion d'un cinéma comme activité sociale, comme espace d'échange et de réflexion communautaire, politique, et encore une fois à une échelle internationale. Yann Beauvais, il a cette sorte de catchphrase qu'il répète assez souvent et qui est assez géniale. Et que tu aimes beaucoup. Et que j'aime beaucoup. Que toi aussi tu répètes souvent. Oui, du coup. Être cinéaste, c'est tenir une caméra et filmer, mais c'est aussi présenter, promouvoir, écrire sur les œuvres des autres cinéastes. Ce qui est intéressant aussi dans les extraits là qu'on vient d'écouter, c'est qu'on voit vraiment là comment une communauté se crée et se développe et s'étend. C'est assez cool de voir que Barbara Hammer, donc cette pionnière du cinéma lesbien expérimental, que quand elle est là, en fait, elle ramène les lesbiennes aux projections Scratch, qui elles-mêmes se rencontrent à ce moment-là et puis vont décider d'organiser elles-mêmes des projections, cette fois spécifiquement dédiées aux femmes queer, qui vont même, ça va même devenir un festival. Donc en l'occurrence, les lesbiennes se font du cinéma. Un ciné-club et un festival. Un ciné-club et un festival, donc c'est assez chouette de voir ça comme ça. Outre le plaisir personnel que j'éprouve dans mon travail, je nourris toujours l'espoir que mes films seront source de plaisir pour le spectateur. Il y a toutes sortes de plaisirs, dont certains sont évidents. Le plaisir des mots et des images, le plaisir d'une association visuelle inattendue, celui d'un voyage émotionnel et celui de l'accomplissement, même et surtout si cette fin est porteuse d'un nouveau commencement. Mais je retire aussi du plaisir à porter mes peurs sous le feu des projecteurs et à savoir que d'autres s'y reconnaissent. Au cours des années, j'ai appris que je n'étais pas seule face à mes angoisses et à mes désirs, peut-être dans les détails, mais pas dans l'esprit. Sous Friedrich, j'aurais aimé être une conteuse innée. Texte publié dans Scratchbook, 1999. I think of doing all these things in light of being a woman who we were both talking has about usually how had to do these you can things know. I mean, when you she's get to been this age, in a relationship you can with a know man what who you're won't supposed do to them do. and has had kids who can't do them and never do. and so it's up to her. And what the boy, fuck oh boy, is when I it was that makes you 17 get up and and 18 do the and 19, thing I instead thought, of fuck that, constantly man. talking with your friends on the phone, Gonna to your do that. And I girlfriend, spent and to yourself, a teacher to get to the same making position video because diaries and writing in your somebody's journal here and I don't want them to overhear me. What am I suppose going to remember do? not to get too tired. But you I should supposedly remember know. not to be too angry. And, I should. I think I have to wait a minute. Should, all the time. On vient d'entendre ici un extrait de Seeing Red, un film de 28 minutes réalisé en 2005 par la cinéaste lesbienne Sue Friedrich. Et dans ce film, elle capture avec sa caméra toutes les choses rouges qu'elle observe autour d'elle, chez elle, dehors, genre des vêtements, des fleurs, des détritus. Et ce rouge, cette couleur donc de la passion, de la colère, ça va être le point de départ aussi d'une exploration dans ce film, une exploration de ses propres passions, frustrations et énervements. Et c'est d'ailleurs un film qui est dans les collections de Lightcone. Oui, c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire écouter un extrait.
On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits sur le cinéma expérimental. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une revue, un petit truc, un fanzine, on va dire. Et comme j'avais fait une interview de Paul Charitz dans un festival ailleurs, on s'est dit, avec ça, on peut démarrer. On va attirer, entre guillemets, la clientèle. Et donc, on a commencé ça. Et très rapidement, on s'est dit qu'il fallait que ce soit bilingue. Et alors là, nous sommes tombés sous le couperet des Français pour lequel la langue française est le travail du génie, et des anglo-saxons pour lequel la langue anglo-saxonne est la langue par excellence. Et donc, on était dyslexiques, c'était truffé de fautes d'orthographe dans les deux langues, donc ça nous valait les rires des professeurs universitaires tels que Dominique Noguez, Jean-Claude Lebenstein. Mais au bout d'un moment, ces gens-là se sont tus par rapport à ces problèmes parce qu'il y avait des informations qu'ils n'avaient pas ailleurs. Mais on avait la distribution via Lightcone, la projection via Scratch, et au bout du 8e ou 9e numéro, on n'a plus pu tenir de faire la revue, dans la mesure où elle devenait de plus en plus ambitieuse de numéro en numéro. Ce petit truc, ce fanzine qui était la revue Scratch, ça fait quand même un sacré morceau. Miguel m'a sorti des rayons différents numéros quand j'étais de passage à Lightcone. C'est une série de numéros absolument fabuleux. C'est une œuvre collective aussi, on y voit plein de beaux mondes y participer, c'est assez émouvant. Plein de cinéastes et de critiques d'un peu partout, ils prêtent leurs plumes, envoient leurs essais, leurs croquis ou acceptent d'y donner des interviews. Et si les revues Scratch ou les projections Scratch vous intéressent, je vous recommande chaudement de parcourir le Scratchbook. Le Scratchbook, c'est ce gros ouvrage que tu vois ici, Valérie. Oui, je le vois. Couverture grise. Ouais, un peu brillante. Sorti en 1999 et qui fait un peu le point sur les 16 premières années d'existence des séances et publications Scratch. C'est vraiment une mine d'or en termes d'informations, de reproduction d'archives, de programmes, de lettres. Et on vous en fait d'ailleurs entendre quelques extraits ici et là. Comme je n'ai pas suivi d'études cinématographiques, j'ai échappé au lavage de cerveau qui conduit les gens à cloisonner le cinéma en genre narratif, documentaire ou expérimental. Je n'ai pas de préférence particulière. En fait, je rêve souvent de tous les réconcilier. Sous Friedrich, j'aurais aimé être une conteuse innée. Texte publié dans Scratchbook, 1999. Mais alors le queer, parlons-en de manière un peu moins oblique, si je puis dire. C'était quoi la place du queer dans Lightcone exactement ? On a posé la question spécifique à la fois à Miguel et à Yann. Lightcone, donc je crois que Lightcone ne s'est pas constitué comme une collection, une coopérative spécifiquement queer, mais il est évident que cet aspect était un des principaux intérêts de ses fondateurs, Yann Beauvais et Miles McCain, qui étaient en effet deux cinéastes militants queer, qui avaient déjà participé à des événements avec des films gays et lesbiennes, on disait à l'époque, à Paris, et parfois avec leurs propres films ou des films d'amis du réseau, disons, queer à l'époque. Je ne veux pas dire qu'on privilégiait nécessairement les films des gays et des lesbiennes, c'est-à-dire c'était pas forcément notre priorité numéro 1, mais c'était quelque chose qui n'était jamais oublié. Pour nous, il s'agissait de montrer l'ampleur de la cinématographie expérimentale, et dans cette ampleur, le cinéma gay et lesbien tient une place prépondérante. Donc, il fallait lui donner sa place, lui laisser sa place, plus exactement. Mais ça signifiait qu'il ne fallait pas simplement s'en tenir à des formes historiques, parce que à cette époque-là, si vous montriez des films de Kenneth Anger dans un cinéma, les salles étaient pleines.
Bon, c'est bien beau, c'était pratique pour aider les cinémas ou des festivals, mais ce n'était pas la création contemporaine. Or, il nous semblait important de montrer qu'il y avait de plus jeunes cinéastes, hommes ou femmes, qui travaillaient ces questions gays et lesbiennes, soit directement, comme contenu de l'image, soit indirectement parce qu'ils ou elles étaient des gays ou des lesbiennes et que leur cinématographie avait une distinction particulière que, en tant que gay, avec le radar, on pouvait déterminer sans connaître la personne si c'était gay ou lesbien. Donc ça nous semblait important de pouvoir montrer l'existence de ce cinéma et le favoriser. Par exemple, Françoise Thomas, qui est une cinéaste, je pourrais dire, elle ne savait pas vraiment qu'elle était lesbienne quand on l'a rencontrée. Et pour nous, il n'y avait pas de doute. C'était... La communauté, c'est avant tout. Voilà, c'est à peu près ça. Et elle avait des difficultés avec ses films, mais on l'a accompagnée, ça nous semblait nécessaire, parce qu'il y avait là quelqu'un qui allait s'exprimer d'une manière totalement différente de nombre de cinéastes et qui allait faire surgir la question de l'identité lesbienne d'une manière peu habituelle. Et donc, accompagner les cinéastes, ça nous semblait, quand on pouvait, si on pouvait les accompagner au moment de l'élaboration, mais si on ne pouvait pas les accompagner au moment de l'élaboration, mais dans la distribution, ça c'était important. Mais Lightcone aussi, c'était simultanément un lieu de projection. Donc il y avait cet aspect-là qui semblait important, et là, il nous semblait très important d'avoir de mêler à des séances de films, on va dire, hétéronormés, des films pas hétéros. Point. Afin de bousculer un petit peu les règles ou la bienséance. Ce qu'on peut lire ou trouver dans des archives de l'époque, dans des textes critiques, dans des archives liées à la programmation, etc., c'est que dans les années 70, il y avait, en tout cas en France, une séparation importante entre l'avant-garde cinématographique, c'est-à-dire le cinéma expérimental proche du structuralisme, des questions plus formelles, et d'autres formes d'expression comme les queer, le cinéma corporel par exemple, qui est une expression de Dominique Noguez, et des œuvres aussi liées à la danse, à la performance, certaines formes aussi qui étaient narratives, pas forcément fictionnelles, mais disons plus narratives, liées au journal filmé, à l'autobiographie, etc., et qui étaient queer. Donc, Lightcone, je crois que l'intention était d'affirmer une pluralité d'approches du cinéma, qui était en elle-même, je dirais, une approche queer, c'est-à-dire ne pas se concentrer sur un seul type d'œuvre. Il n'y avait pas des dogmes, des principes esthétiques auxquels devaient répondre toutes les œuvres, mais c'était d'aller chercher dans les cinémas corporels qui se faisaient en France à l'époque. Je pense par exemple à Théo Hernandez, à Clon Aristomadaki, à Stéphane Marty, de les mettre en relation avec Valley Export, mais aussi d'amener en France des œuvres de cinéastes structurels comme Peter Guidal ou Paul Charitz, avec aussi des films d'animation. Par exemple, le film de Len Lai n'était pas trop montré en France à l'époque. Ils en ont fait l'acquisition aussi depuis le début de Lightcone, et ou les œuvres abstraites de Germain Dulac, par exemple, qui étaient des films pas trop connus. Et aujourd'hui, c'est des classiques, mais à l'époque, ils n'étaient pas montrés. Avec, par exemple, les films des cinéastes lettristes comme Maurice Lemaître et Isidore Issoux. Et évidemment, les cinéastes, disons, contemporains importants du queer, comme Lionel Soukaz, Barbara Hammer et Vivian Ostrovsky, avec aussi des nouveaux et nouvelles cinéastes qui commençaient à faire des films à ce moment-là.
Et dans Lightcon, accompagner le travail, programmer les films, distribuer les films ensuite, etc. Ce que vous venez d'entendre, c'est Tu sempre, Toi toujours en portugais, une œuvre phare de Yann dont on a eu la chance de voir une version en 2023 au Palais de Tokyo dans le cadre de l'exposition Exposé. Une œuvre sur laquelle on va s'arrêter quelques minutes parce qu'elle nous permet d'aborder un nouvel élément de contexte important pour l'histoire du cinéma queer expérimental et en général, qui est l'épidémie du VIH-Sida. Tu sempre, créé en 2001, c'est la 3e œuvre de Yann qui touche au VIH-Sida, après 2 cours, Sida AIDS et Still Life. Et comme ces 2 films avant, Tu sempre travaille le texte à l'image, c'est-à-dire que les images mouvantes que ces films ou ces installations nous donnent à voir sont du texte. Valérie, je te laisse décrire l'installation. Oui, je vais essayer de vous immerger un peu dedans. Tu sempre, déjà, c'est une installation qui est située dans une pièce sombre. Et dans cette pièce, on a 2 projecteurs vidéo à 2 endroits différents qui vont tous les 2 projeter du texte lumineux, donc soit blanc ou jaune, sur un grand écran au centre de la pièce qui tourne sur lui-même, dont une face est blanche et l'autre face est un miroir qui va en fait recevoir le texte, mais aussi du coup le diffracter, le rediffuser dans toute la pièce, sur tous les murs. Alors ces textes, c'est quoi ? Ce sont des extraits d'une masse documentaire compilée par Yann qui a trait au sida, donc des extraits de journaux intimes, d'articles hystériques de la presse, comme dit Yann, en français, en anglais, dans d'autres langues. Ce sont des informations scientifiques sur le développement de la maladie, le nombre de morts, ce sont des analyses critiques ou encore des slogans comme d'ACT UP et d'autres. Alors en tant que spectatrice, on est vraiment dans le noir, on est plongé dans le noir, dans le quasi-noir, et on est réellement aussi plongé dans ce texte lumineux qui vient un peu de tous les côtés et qui tournoie autour de nous. On devient même nous-mêmes support de projection. On est intégré dans l'œuvre aussi par le miroir qui nous reflète. On est vraiment prise par le vertige de cette masse de propos qui se frottent l'un à l'autre et sont parfois discordants. Comme si on pouvait parler à la place. Aussi, imaginez le son, dans des haut-parleurs, est diffusée une composition sonore assez sombre de l'artiste Thomas Könner, de laquelle émergent des sons de manifestation, ce qu'on a un peu entendu, des cris, des klaxons, et aussi des bouts de texte, dont lus par Yann. Il y a d'autres éléments aussi qui composent l'installation, notamment au mur, une frise de photos sans qualité particulière, là je cite Yann, donc des photos d'amis, d'amants, de connaissances, certains étant décédés, certains ou certaines étant décédés, qui avaient peut-être le sida ou pas, et ça c'est vraiment laissé en questionnement pour le public. Et dans certaines versions de l'installation, on pouvait aussi écouter sur CD 4 témoignages d'acteurs de la lutte contre le sida, notamment un témoignage de Didier Lestrade, un des cofondateurs d'ACT UP Paris, et un autre témoignage de Mike Hoolboom, cinéaste gay militant canadien dont vous avez entendu un texte plus tôt. Donc tout ça, ça forme une installation assez impressionnante, complexe, qui, en 2001, donc à la date de sa création, interrogeait déjà 20 ans de représentation du sida, et qui va continuer aussi, dans toutes ses itérations jusqu'à aujourd'hui, à questionner l'évolution de ces représentations. C'est une œuvre qui nous parle justement d'une crise de la représentation, ici plus spécifiquement d'une crise du langage, donc un langage diffracté de toutes parts, discordant, absent ou occulté, qui va être incapable ou empêché de rendre compte des réalités du virus, de la maladie et de son impact sur le monde.
C'est intéressant de rappeler que c'est une question qui a beaucoup taraudé les cinéastes d'images queer. Comment parler d'un sujet aussi complexe que le VIH-Sida, aussi chargé émotionnellement ? Surtout pour des cinéastes queer comme Yann, qui ont été et qui continuent d'être le témoin de la disparition d'une partie de leur entourage. Ce qu'on voit ici, c'est la manière dont des formes expérimentales, hybrides, et même des formes de cinéma élargies, comme cette installation de Tu Sempre, qui intègre de la projection vidéo, mais aussi d'autres supports et formes artistiques, comment ces formes permettent d'essayer de donner matière à un discours artistique extrêmement complexe, polymorphe, continu et sans résolution. On va maintenant de nouveau laisser la parole à Yann, qui nous parle cette fois-ci des initiatives de Lightcone dans la première décennie de la crise du VIH-Sida, face à la peur du silence, de l'invisibilisation et de la perte des œuvres des cinéastes emportés par la maladie. Et alors, petite note, dans le bout d'interview qui va suivre, Yann mentionne le festival Mix, un festival new-yorkais qui était entièrement dédié au cinéma et à la vidéo LGBT expérimentale. Il avait été fondé en 87 par les cinéastes Jim Hubbard et par Sarah Schulman, donc la célèbre autrice et militante. Il cite aussi quelques noms vers la fin de l'extrait, qui font référence alors ici à 4 personnes, Lionel Soukaz, le duo Maria Clonaris et Katarina Tomadaki, et Stéphane Marty, qui sont toutes et tous des cinéastes expérimentaux queer de la scène française de l'époque. Quand le sida surgit, on s'aperçoit qu'il faut peut-être agir différemment. Mais je ne crois pas qu'on l'a fait en conscience presque, c'est-à-dire ça n'a pas été une décision. Mais il va sembler dans un premier temps qu'il fallait peut-être favoriser la monstration de films gays et lesbiens. Et donc on a mis en partenariat avec Mixte, et avec Jim Hubbard et Clara Schulman, hein, afin de pouvoir... Sarah Schulman, c'est vrai, pardon. Afin de pouvoir montrer des films au moins une fois par an autour de la question du sida. Petit à petit, je trouvais que les cinéastes français n'étaient pas vraiment investis ou faisaient pas grand-chose vis-à-vis du sida. Donc un peu plus tard, au début des années 90, en 91 je crois, j'ai lancé une sorte de manifeste bref en demandant aux cinéastes de faire des films. Et ça a donné 6 films d'un. Et je m'éloigne. Bon, mais à cette époque-là, aussi, on a réussi à obtenir une bourse pour préserver des films en Super 8. Or, il se trouve qu'en France, bon nombre de cinéastes Super 8 sont gays ou lesbiennes. Donc, il fallait les privilégier. Pas les privilégier, mais il fallait sauver leur œuvre au cas où ceux-ci pouvaient être... pas victimes, mais atteints du sida et venaient à disparaître. Donc on a essayé de faire que un film de Lionel, un film de Maria et Katarina, je me demande s'il y avait un Stéphane Marty, je ne me souviens plus. Mais on a essayé de faire qu'il y ait des films majeurs de l'histoire, entre guillemets, du cinéma expérimental français, mais qui étaient queer, d'avoir une copie de sauvegarde et un gonflage en 16. Miguel, est-ce que du coup tu voudrais nous parler d'une œuvre queer ou d'un ou d'une artiste queer des collections de Lightcone que tu aimes ou que tu affectionnes particulièrement? J'aimerais dire un mot sur Marcel Tirage, une cinéaste qui est malheureusement décédée cette année, en janvier 2025, et à laquelle on a dédié une séance d'hommage il y a quelques mois. Donc, sa carrière de cinéaste commence vers 86, et alors qu'elle avait environ 40 ans, et elle avait participé à un atelier de films Super 8 avec les cinéastes grecs Maria Clonaris et Katerina Tomadaki. Peu après, Marcel Tirage donc, commence à faire des films en Super 8 par elle-même. Et elle rencontre l'équipe de Lightcone et elle s'entend très bien avec eux. Et Lightcone passe à montrer régulièrement ses films et à les distribuer. Elle devient un membre actif de l'association
où elle a été très impliquée, même dans des tâches administratives de la vie de l'association pendant quelques années, jusqu'aux années 2000, notamment des tâches liées à la comptabilité de l'association. Et plus tard, Marcelle Tirage sera une des fondatrices d'un festival de cinéma lesbien à Paris, en 89, qui présentait des films de fiction, des documentaires et des films expérimentaux, avec la particularité d'être la première manifestation spécifiquement, uniquement lesbienne de ce type à Paris. Et comment s'appelait ce festival ? Donc le festival s'appelait Les lesbiennes se font du cinéma, et l'association, le collectif des femmes qui gérait cette programmation s'appelait Quand les lesbiennes se font du cinéma. Par rapport à son travail, donc Marcelle était une vraie pionnière du film Super 8 en France, et un peu à l'issue de gens comme Théo Hernandez, et évidemment Clonaris et Tomadaki. Et ces films partent d'une observation du corps féminin et de vision très érotique, poétique des éléments du corps, souvent en connexion avec la nature, les paysages, des éléments végétaux et minéraux qui évoquent l'anatomie du corps féminin. Et le mouvement de l'eau, c'est très important pour elle aussi, tout ce qui est fluide, fluidité, sensualité du mouvement, etc. Mon cinéma est sans théorie et sans concept. Il n'accroche que sur l'image et sa transformation. Habitude de petite fille à regarder l'espace quand les adultes ne nous laissent aucune place. D'où ma définition du mot contempler. Regarder longtemps. Ce temps long permet de chercher ce qui se donne à voir. La transformation de l'image est infime. Ce qui la transforme, c'est la lumière, et c'est donc la lumière qui crée le mouvement. Et pourtant, mon cinéma n'est pas une suite de plans fixes et longs où chacun cherche son chat. Ils sont rapides, mouvementés, et j'impose au spectateur ma version du regard. Marcelle Tirage, l'objet filmé est souvent minimal. Texte publié dans Scratchbook, 1999. Il faut savoir qu'elle a fait plus de 60 films, et des films très courts à chaque fois. Et petit à petit, il y a un mouvement dans son travail qui laisse place à l'abstraction. Et elle commence à développer une série de techniques dans les années 90 qui consistent à appliquer de la peinture sur la pellicule, toujours la pellicule Super 8. Et du coup, les films deviennent plus abstraits, moins figuratifs que les débuts, mais toujours chargés d'une sensualité, d'un regard, je voudrais dire un regard queer, disons, et sur la matière. Et je trouve que ces films ont un intérêt aujourd'hui parce qu'ils traitent autant de questions d'écoféminisme que d'abstraction queer, c'est-à-dire une esthétique qui n'est pas attachée à une représentation directe du corps, de la sexualité d'un discours, mais plutôt à une représentation plus onirique ou fantasmatique du désir. Et voilà, c'est une œuvre que j'affectionne beaucoup et que j'aimerais qu'elle circule plus en dehors de l'icône. Voilà. Si les films de Marcelle Tirage avaient du son, on aurait pu vous faire écouter un extrait d'un de ses films, mais ce sont toutes des œuvres sans bande-son, donc pas de son, pas d'extrait. Logique. J'ai pas encore regardé les films de Tirage. Je suis assez curieuse maintenant parce que Miguel en parle assez bien. Ça me rend curieuse. Je voudrais, ceci dit, au passage, relever quelque chose d'autre que Miguel dit à propos de Marcelle Tirage, qui n'est pas directement lié à ses films. C'est le fait qu'elle était une des fondatrices du festival Les lesbiennes se font du cinéma, qu'on a déjà évoqué, hein, le premier festival de films lesbiens à Paris, créé à la fin des années 80, qui est aujourd'hui connu sous le nom Cinéfable. Donc c'est un festival qui existe encore, et c'est un gros festival de films lesbiens de Paris. Alors il y a un parallèle qu'on peut faire ici intéressant. Oui, avec Yann Beauvais et Miles McCann, qui ont créé l'Icône, mais qui étaient aussi parmi les fondateurs du festival Chéri Chéri, donc sans doute aujourd'hui le plus gros festival de films queer en France. Mm-hmm. Et alors pourquoi je souligne ça, pourquoi on souligne ça c'est pas un point qu'on va développer ici, mais c'est juste une observation qui va nous permettre d'arriver à notre conclusion. On est en train, en fait, avec Iris, de se rendre compte, au fur et à mesure de nos recherches, que beaucoup des gros festivals de films LGBTQIA+, qui existent aujourd'hui, ont en fait émergé des milieux expérimentaux.
Et dans un sens, c'est tout à fait logique. Les réalisatrices queer n'ont pendant longtemps pas pu opérer dans l'industrie homophobe, enfin du moins structurellement, du cinéma mainstream. Le cinéma LGBT, comme on le rappelle souvent, c'est donc d'abord développé dans la marge, dans les réseaux des cinémas de la débrouille, dans les milieux expé, dans les milieux de l'art. Et donc, dans les années 90 et au début des années 2000, c'est vraiment la décennie de naissance de beaucoup des grands festivals LGBT qu'on a aujourd'hui, eh bien, les personnes qui étaient le plus à même de fonder un festival de films queer, c'est eux qui avaient la connaissance du cinéma queer, qui étaient actifs localement dans ce cinéma, eh bien, c'était principalement des gens qui venaient des milieux du cinéma marginal, expérimental et hors format. Et ces grands festivals qu'on mentionne, Chéri Chéri, Cinéfable, etc., à leur début, ils montraient en fait pas mal de films expérimentaux et hors format. Dans un sens, il y avait pas le choix. Le cinéma LGBT, c'était principalement ça à l'époque. Et ça, du coup, ça vaut aussi pour le Festival international de films gays et lesbiens de Hollande. Oui. Qui était le précurseur des Rose Filmdagen à Amsterdam. Oui, tout à fait. Et ça vaut aussi pour le festival Pink Screens à Bruxelles, fondé en 2002. Des fondatrices des Pink Screens, cinéastes expérimentaux, on en connaît une ou deux, notamment Ash Smolar ou Marie Vermeeren, qui par ensuite fondé Elle Tourne. Et puis, au fur et à mesure que le queer va devenir mainstream, qu'on va assister à la multiplication puis à l'explosion des films narratifs de fiction LGBTQ, il va y avoir une césure. Le cinéma expérimental queer va plutôt se déplacer vers les festivals de films expérimentaux et les festivals LGBTQIA+, vont se recentrer sur le cinéma narratif classique. Et alors si on vous parle de ça pour terminer cet épisode, c'est pour illustrer le fait que l'histoire du cinéma queer expérimental et non conventionnel n'est pas détachée ou à côté de l'histoire de ce qui serait le cinéma queer, sous-entendu le cinéma narratif. Le cinéma expérimental, il est en grande partie à l'origine du cinéma queer, ou du moins du cinéma queer réalisé par les queers. Longtemps, cinéma expérimentaux et cinéma queer ont partagé en fait la même marge, la même marginalisation. Parfois, ils ne faisaient qu'un. Comme le disait Yann, il y a toujours eu énormément de queer dans le cinéma expé. Et les cinémas expé et cinéma queer partageaient aussi une même sensibilité et une même mission, qui était de démanteler les préjugés, les récits et les formes du cinéma dominant. Our Queer Story, histoire plurielle du cinéma LGBTQIA+, est un podcast de Valérie Leclerc et Iris Lafont, produit par le Studio Balado, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec la Cinémathèque. Réalisation, Michel-Ange Vinti. Générique original, Valérie Leclerc et David Federman. Mixage, David Federman. Production, Michel-Ange Vinti et Julien Barbier. Lecture des archives, Laura Dispourio. Merci à Yann Beauvais, Miguel Armas, Lightcone, Gloria Vilches, Zoé Médard, Christophe Piette, la Cinémathèque royale de Belgique, Cinéfiltre et Fred Arens. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à laisser des étoiles, bref, à en parler autour de vous.